Alors, dans cette vidéo du P2, transformer une maquette en site web avec HTML et CSS, je vais réaliser le défi des ressources du projet. Donc, dans un premier temps, je vais installer le projet. Dans un second temps, je vais réaliser la maquette découpée. Elle est déjà faite, vous me direz, mais il manque certains éléments. Si vous voyez le webinaire 1, il y a des éléments qui sont manquants donc, dans cette maquette découpée. Mais en plus, même dans le webinaire 1, il manque des éléments. Donc, je vais tout rajouter. Tous les éléments qui sont manquants, à mon sens, je vais les rajouter. Donc, 1, j'installe le projet, 2, je réalise la maquette, 3, j'intègre la spécification technique au sein du projet. Donc, j'ai expliqué au moment venu qu'est-ce que ça veut dire. Et 4, je commence à coder. Je code le HTML puis le CSS et je code du haut vers le bas, c'est-à-dire du bloc header vers le bloc footer. Et à chaque bloc, je code tous les supports. Donc là, je fais du desktop first, donc je commence par le desktop et après j'intègre les Media Query pour le mobile éventuellement et la tablette éventuellement. Donc voilà, c'est y part pour commencer le projet. Donc étape 0 au final, c'est comprendre de quoi il s'agit. Donc on regarde le projet, on l'analyse et après on commence l'étape 1, installer le projet. Donc la mission, je travaille chez Dev et moi. Je reprends le travail de quelqu'un et mon patron, en quelque sorte, il s'appelle Marc, et il me demande de continuer le projet comment il s'appelle, Marie, que je remplace pour intégrer la maquette qu'elle a réalisée. Donc il y a une maquette qu'elle a fait et qu'elle a découpée, dont le lien est un peu plus bas. Il y a des ressources, dont essentiellement les images, et des indications pour les ressources comme la police de caractère et les icônes qui seront utilisées. Donc, il y a un petit exercice avec JIT-Kraken, mais c'est un peu craqué comme outil. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Vu qu'il est payant, je ne vois absolument pas l'intérêt d'utiliser ça, et encore plus que VS Code fournit des outils intégrés et des plugins supplémentaires pour utiliser JIT, donc il n'y a aucun intérêt d'utiliser cet outil. Enfin bref, donc voilà le projet. Donc je commence à installer mon projet sur mon espace de travail. Je vais dans mon espace de travail. Donc, normalement, il doit être sur votre bureau pour être facilement accessible. Moi, c'est juste un exemple, donc je me balade un peu n'importe où. Et je crée le dossier en question. Donc, je donne un nom adéquat et je vais télécharger mes ressources. Donc, il y a les images que je télécharge, la maquette découpée, la maquette non découpée, le manuel, j'en ai pas besoin. Je vais chercher ces fonts police du caractère et icônes un peu plus tard. Donc, je télécharge ce document aussi, que je vais mettre dans le dossier que je viens de créer. Moi, en général, les PDF, les outils comme les spécifications techniques, je les mets dans un dossier underscore. Ils ne font pas vraiment partie du projet en tant que tel. Et donc, ils ont pas de, pour moi, ils n'ont pas de nom à recevoir particulièrement. Donc, je les mets dans un dossier underscore qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est bien de garder cette fenêtre ici. Euh, je vais télécharger cela aussi. Je les mets dans le même dossier, underscore. OK. Donc, ce n'est pas des ressources du site web, ce sont des ressources du développeur, autant que ça. Je vais chercher les ressources du projet, donc les images. Je me balade dans mon dossier et je crée un petit dossier E7 dans lequel je vais créer un dossier qui s'appelle images. Et dedans, je vais mettre mes images. Ok, je peux supprimer l'archive. Donc, je vais sur la racine de mon projet et je lance VS Code pour créer les fichiers HTML et CSS qui vont me permettre d'intégrer la maquette découpée en HTML et CSS. Donc, moi, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc là, je crée un fichier index.html. Donc, index, c'est ce que le serveur va toujours lire en premier quand il arrive sur un dossier. Et comme c'est un serveur HTML, du coup, il va chercher un fichier qui s'appellerait index.html. Si on était sur un serveur PHP, ce serait index.php qui chercherait. Et si on était sur un serveur Node.js, il chercherait un fichier qui s'appellerait index.js. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je commence à créer mon code avec des expressions embed. C'est une fonctionnalité qui est intégrée directement dans VS Code et qui permet, avec quelques petits caractères, de créer tout un banc de code. Il donne un exemple ici de ce que ça donnera, puisque l'expression embed donnera.
Donc, avec ce point d'exclamation, je peux générer le squelette de mon document HTML. Après, je peux naviguer de option en option avec la touche tabulation. Et là, je vais mettre le titre de ma nouvelle page. Donc, OC défi, intégrer une maquette découpée. Après, moi aussi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle des snippets. Donc là, c'est des custom snippets. C'est comme les abréviations Emmets, c'est des petits bouts de texte qui vont vous permettre de générer tout un banc de code. Donc, moi, j'ai ce petit bout de texte qui me permet de lancer des zones de commentaires qui me permettent à la suite d'organiser mon fichier dès les premiers instants de la création de mon fichier. Donc, ici, j'ai des données qui pourront être relatives aux ressources et à la charte graphique. Et ici, j'ai les codes HTML qui seront en lien avec les différents blocs de la maquette que je dois découper. Donc, seconde étape, je crée le fichier de style. Donc, dans ce projet 2, on vous conseille de le créer dans un dossier qui s'appellerait CSS. Et par convention, on nomme ce fichier de style toujours style.css. Donc, maintenant que je l'ai connecté à mon fichier HTML, je vais le créer. Donc, j'utilise encore un raccourci clavier et je le nomme dans un dossier style.css. Donc là aussi, j'ai encore mes custom snippets et je vais générer l'organisation de base qui me permettra d'organiser mon code le plus facilement possible. Donc, dans un fichier CSS, il n'y a pas de structure comme dans un fichier HTML. Dans un fichier HTML, on a toujours des balises HTML, heads, des métadonnées, un balise body, mais dans CSS, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc, il vaut mieux s'organiser soi-même pour ne pas se mélanger au fur et à mesure du code parce que ça arrive très vite. Donc, dans un fichier CSS, en premier, on a souvent les imports qui permettent d'importer des ressources comme Font Awesome ou des frameworks CSS ou des icônes ou plein d'autres ressources. Après, en général, les navigateurs ont un comportement différent selon le navigateur. Donc, Chrome va afficher les balises de titre ou les balises de paragraphe différemment que le ferait Mozilla ou que le ferait le navigateur de Apple. On a un espace pour intégrer les éléments de la charte graphique. Donc, la charte graphique concerne toujours la police de caractères, les dimensions, les couleurs. Après, on a aussi les breakpoints qu'il faudra intégrer. Et comme dans le fichier HTML, je crée des blocs qui me permettront de mieux m'organiser pour coder mon code plus tard. Donc, les commentaires en CSS sont différents dans HTML. On les crée avec slash étoile et on les ferme avec étoile slash. En HTML, on les ouvre avec chevron, point d'exclamation, tiret, tiret, et on les ferme avec tiret, tiret, chevron fermant. Donc, je vous laisse trouver quel est sur votre clavier le caractère comme ça, comment on fait pour l'écrire. C'est le même que pour les balises. Ensuite, second point très important, c'est de savoir bien organiser son interface. Donc, il faut avoir le bon zoom. Donc, il ne faut pas que les caractères soient trop gros, sinon vous pourrez quasiment rien faire. À chaque fois, vous prendrez un temps fou pour vous déplacer dans votre code et ce n'est pas du tout pratique. Donc, il vaut mieux avoir un dézoom assez large pour avoir un grand champ de vision de son code. Et deuxième chose, c'est de segmenter son écran, sa fenêtre de VS Code, en plusieurs interfaces. On déplace le fichier qu'on veut dans les extrémités, à gauche, à droite, ce qui nous permet de créer une nouvelle interface. Parce que le problème, c'est que quand on a les fichiers qui sont sur la même interface, on est obligé de passer de fichier en fichier. Et si on doit comparer des choses ou interagir simultanément sur les deux choses, c'est vraiment très pénible. Donc, il vaut mieux s'habituer dès maintenant à faire ça. On a cet onglet qui permet de faire la même chose, mais que sur le côté latéral, ce petit bouton, pardon. Après, deuxième chose importante, c'est d'installer certains plugins qui vous permettent d'avoir un serveur local et de voir les changements en direct de votre code sur le navigateur ou directement dans votre VS Code. Donc, il y a le plugin Live Server qui permet de créer un serveur local et de le lancer dans votre navigateur. Et il y a un autre plugin qui permet de lancer directement dans votre VS Code, qui s'appelle Show Preview. Donc, pour vérifier que mon fichier HTML est bien connecté à mon fichier CSS, je vais créer une règle ici, sur le body. Je vais lui dire qu'il aura un background à purple. Donc, je vois directement que ça s'active ici. Mais les deux ne sont pas compatibles. Donc, quand il y en a un qui marche, l'autre ne peut pas marcher.
Donc, il se gêne, par exemple, si je fais ça, lui, il va s'activer et l'autre, il ne va pas s'activer. Il vaut mieux en avoir qu'un seul et pas deux en même temps. Moi, j'aime bien avoir ça dans le navigateur, donc je vais fermer celui qui est intégré à VS Code. Maintenant que j'ai réussi à installer mon projet sur mon ordinateur, je vais commencer à créer la maquette. Donc, pour faire la maquette, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Figma, un outil en ligne développé par Google et qui permet de faire de la PAO en ligne de manière collaborative. Donc, c'est ultra, ultra, ultra utile pour le futur de votre développement, de votre métier. Donc, ici, si vous n'avez pas créé un compte, vous créez un compte et vous avez un petit bouton créer un nouveau projet dès le départ. Donc, pour commencer son code, il y a deux options. Soit on peut faire un glisser-déposer directement, comme ça, ou alors prendre un support, comme ça, et choisir entre les différents supports qui sont proposés. Donc, moi, c'est du desktop, et du coup, il affiche comme ça. Donc, je vais partir sur la seconde option. La seconde option, je rajoute une image en vérifiant bien que je le sélectionne bien correctement. Et dans cet onglet, je choisis image. Je vais chercher mon image. T'es un beau gosse, mais c'est pas toi. Défi. Et dans ça, maquette découpée. Donc on voit qu'il est un peu découpé, il dépasse dans les bords. Donc je prends l'option Fit pour qu'il soit pleinement dedans. Et voilà, je suis satisfait. Donc je supprime ça, je le colle bien devant moi et je peux commencer. Donc, comme ils disent dans le webinaire 1 pour découper une maquette, ils découpent la maquette avec différentes couleurs et pour chaque bloc, ils respectent le même code couleur. Donc, on voit qu'ils ont un encadré noir, après un encadré rouge, après un encadré bleu. À l'intérieur de l'encadré bleu, il y a du vert et du jaune. Donc, c'est l'ordre d'imbrication des balises qu'ils ont utilisées en terminologie de couleurs. Donc, on va utiliser ces couleurs pour continuer le découpage de la maquette. Parce que qu'est-ce qui manque dans cette maquette? Il manque les noms des balises qu'on va utiliser. Il manque les éléments de la charte graphique qui ont été demandés par le client. Il manque les éléments de mise en page qu'on va utiliser pour les différents blocs. Il vaut mieux y penser avant que pendant le développement. Et essentiellement, c'est tout. Donc, si je récapitule les éléments essentiels à la création d'une maquette découpée, c'est le découpage des différents blocs de la page et de ces éléments à l'aide d'un code couleur bien strict et défini, l'association de ces blocs et éléments à des balises HTML et associer ces balises HTML à une mise en page bien définie. Donc, en CSS, il y a plein de mises en page possibles. Il y a le display flex, le display grid, il y a le display absolu relative. On peut utiliser du padding ou du margin pour gérer les espacements aussi. On peut utiliser du float pour certains éléments, pour certaines mises en page. Il y a plusieurs manières de mettre en page, donc il vaut mieux le définir avant de commencer à coder en voyant à quoi ça devrait correspondre, comment le faire bien matcher avec la maquette en termes de code, plutôt que de le faire pendant qu'on code et de dire au final, ah, je me suis trompé, j'aurais dû faire comme ça. Donc ça peut arriver à un moment en le définissant avant, mais il vaut mieux faire une erreur en y ayant réfléchi avant plutôt que de faire l'erreur parce qu'on a été débordé ou qu'on n'a pas géré l'organisation, bien sûr. Donc quand on a les blocs, les éléments, les balises associées aux blocs et éléments et leur mise en page, on définit la charte graphique et ensuite la spécification technique. Donc la charte graphique, c'est toujours les mêmes éléments, c'est police de caractère, couleur et dimension. Donc, en général, c'est défini dans la spécification technique, ce que le client a demandé. Donc, on le met soit en haut, soit en bas. Et donc, les- le nom des blocs et de leurs éléments avec les mises en page, on le met soit à gauche, soit à droite. Pourquoi? Parce que on peut bien distinctement les faire associer à un élément de la page sur les côtés et les éléments de la charte graphique ou de la spécification technique ne sont pas spécifiques à un élément, donc on les met sur les bords verticaux. C'est plus ergonomique. Alors, tout à l'heure, j'ai donné l'ordre des étapes à suivre pour découper la maquette, mais je crois que je me suis un peu embrouillé entre la première et la dernière étape. Donc, juste avant même de découper les éléments principaux de notre maquette, la première étape à faire, c'est de définir la charte graphique et la spécification technique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se met soit en haut, soit en bas, mais pas sur les côtés. Donc, moi, je le mets en haut parce que j'estime que c'est une étape importante et que la première chose que je regarde, c'est le haut gauche de mon document. Donc, avec la touche R, je crée un rectangle que je mets dans un groupe avec la touche CTRL-G et avec CTRL-R, je renomme ce groupe en charte graphique
spécification technique. Alors, dans la charte graphique, il y a les couleurs, les polices et les dimensions. Donc, avec la touche T, je crée un texte où je mets couleurs, police et dimensions. Donc, couleurs au pluriel. Je compte CTRL A, CTRL C, échappe, CTRL G, CTRL R, CTRL V, entrée. Et je fais la même chose pour police et dimensions. CTRL A, CTRL C, échappe, CTRL G, CTRL R, CTRL V, entrée. T, dimension. CTRL A, CTRL C, échappe, CTRL G, CTRL R, coller, entrée. On a aussi les autres ressources. Donc là, en l'occurrence, c'est les icônes de font awesome. Et enfin, on a des ressources alternatives, des autres ressources, les autres besoins du client. L'autre besoin client. Besoin pluriel. Très bien. Donc, vous voyez que ça m'a créé des groupes ici. Et ce qui est bien avec Figma, c'est qu'on peut tous les aligner automatiquement comme ça et leur donner une disposition équitable. Donc, avec Shift et les touches directionnelles, on peut déplacer un élément de 10 px en 10 px. Et voilà. Donc, avec les groupes, comme ça, je peux mieux organiser mon document Figma. Donc, pour l'instant, je vais chercher les couleurs. Donc, on a les couleurs de texte et les couleurs de fond. Donc, les couleurs de texte, on a du noir ici, on a du blanc ici, on a une espèce de gris ici, on a un du noir, du gris. Là, ça a l'air plus clair, mais c'est juste que l'épaisseur est plus petite. Là, on a encore du blanc. Là, on a un gris différent qui est partagé avec celui-là. Et là, on a du blanc aussi. Grosso modo, on a 3 couleurs. Le noir, le gris clair, le gris foncé, le gris clair et le blanc. 4 couleurs, du coup. Donc, je vais le mettre dans mon bloc couleur ici. Donc, touche T, je mets du noir basique. Donc, c'est du 0, 0, 0. Échappe, touche T, je mets du blanc basique, c'est du FFF. Échappe, touche T. Après, j'ai un gris clair et un gris foncé. Un gris foncé, un gris clair. Je n'ai pas encore les couleurs. Je mets juste le template pour pouvoir les coller juste après. Donc, comment savoir les couleurs de mes différents gris? Moi, j'ai un outil sur mon navigateur qui s'appelle Pick Color. Donc, j'ai un gris concernant ce texte-là. Il est plus facile à choper avec l'icône qui est là. Donc, je vais zoomer au maximum pour la voir. C'est ici, là. OK, il me l'a donné. Donc, je vais le coller là-bas. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne couleur. Cet outil ne marche pas forcément super du feu de dur. Donc, j'ai cette couleur et je vais essayer du coup de choper ma couleur ici. Mais comme vous voyez, comme c'est une photo, c'est une image, la maquette, on n'a pas forcément les couleurs qu'on voudrait. Donc bon, j'ai réussi à le prendre, je pense. Donc je le mets là. OK. Donc j'ai mes 4 couleurs. Maintenant, pour les polices, la spécification technique dit que c'est du Roboto. Donc je vais dans les polices. Ah, il m'a tout mis dans police, c'est génial. Moi, je veux ça dans couleur. Et le gris aussi. Donc dans police, on a du Roboto. Je mets Roboto. Je vais mettre le lien vers le Roboto. Donc il y a mis la spécification technique. Là. Du coup, je vais la ligne, je le colle. Donc après, on a les dimensions. Pour calculer les dimensions, on utilise l'outil rectangle et on prend la deuxième valeur qui est la hauteur du caractère. On aura ciblé. Donc, on va comparer préalablement les différents caractères que l'on voit. Donc, on a ceux-là qui sont l'air peut-être un peu plus petits que ceux-là. On a les titres qui sont bien sûr plus gros. Ceux-là, ils sont vraiment très petits. On a ceux-là qui sont égaux à ceux-là, donc ils doivent être un peu plus gros que la taille normale. On a ceux-là qui ont l'air de la même taille que ceux-là, mais ceux-là, ils sont un peu plus épais. Là, ça a l'air bien plus fin que ici, mais ça a l'air d'être de la même taille ou un tout petit peu plus petit. Ces caractères sont semblables et on dirait qu'ils sont de la même taille que ceux-là, et un peu plus petits que ceux-là du coup. Donc, ok, on aurait ces caractères, une taille, c'est à peu près la même taille que ça ici. On a une deuxième taille un peu plus petite, on a une taille un peu plus grosse. On a ce titre-là et on a ce titre-là. Donc, on va vérifier si ces tailles sont intégrées à celle-là, et sinon, on aura donc 7 tailles différentes. Donc, on va essayer d'arrondir tout ça au moment venu. Donc, avec la touche R, en zoomant à fond sur les caractères, je fais ça. Ici, j'en ai 6 px.
Pour cela, ici, j'aurai 8 pages. Ici, j'aurai 5 pages. Là, c'est vraiment la même taille, je pense, peut-être pas celle-là. On va dire 6 pages. Ici, il doit être 5 pages aussi, ouais. Ceux-là, ils sont à 6 pages aussi. Ouais, de la même taille. Très bien. Donc, on a calculé ici, 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 ici. Et on va calculer les titres. Donc, les titres, j'aurai, allez, 12 spaces. Et pour le caractère majuscule, du coup, on a 17 là. Et ici, on a combien là? Parce qu'on a le même caractère, un A. Ouais, c'est plus gros les titres. Hein. Ok. Ils sont pas de la même taille. Très bien. Donc, je vais reporter tout ça dans mon bloc, dans mon petit bloc de texte. Donc, on a le 1EN qui serait égal à 6 pages pour les tailles normales. Ensuite, on avait du 5 pages en petit. 5 pages. On avait aussi du 8. Combien exactement? Eux sont à 8 pages. Donc, là, on a 8 pages. Est-ce que j'ai vu autre chose? Ça, c'était 5 pages. Ça, c'est 6 pages. On a le 8 pages. Donc, donc ici, c'était du 17 pages. Ah non, c'est plutôt celui-là, du 12 pages. Donc, ça monte d'un tiers. Et si on divise d'un tiers celui-là, disons 12, si on enlève 3, ça fait 8 pages. Donc, ce serait une majuscule de cela. Donc, on va vérifier ça. Signifie 11 pages. Très bien. Donc, on a du 8, du 5 et du 6 pages. Donc, voilà pour nos dimensions. Lui, il me gêne un peu. Alors, c'est bien la première étape des dimensions, c'est fait, mais il faut aussi les épaisseurs, le bulge. Donc, on considère qu'on a un bulge par défaut régular à 400 px, il me semble que c'est par défaut comme ça. Donc, après, il faudra que j'enlève ces petits carrés. Lui, il est très épais. Lui, il a l'air d'épaisseur normale. Eux aussi, ils ont l'air d'épaisseur normale. Lui aussi, lui, il a l'air un peu plus fin, lui un peu plus épais. Et lui, il a l'air un peu épais aussi. Non, ma foi, il a l'air normal aussi. Donc, je pense que eux, ils sont en médium. Et lui, il est en régular 400. Médium 500, régular 400. Lui aussi, médium 500. Et lui, régular 400. Donc, et lui, il devrait être en team, je pense, 100. Et lui, de la même épaisseur que le titre. Donc, on va dire Boyd 700. Donc, où est-ce que je vois mes dimensions? C'est des choses qu'on voit dans le CSS, mais que Google Font reproduit. Donc, on voit ici les dimensions. C'est le bold weight, la propriété bold weight de CSS. Donc, on voit qu'on a thin, light, regular, medium, bold et black. Donc, on aura du thin, du regular, du medium et du bold. Donc, on peut le mettre, on peut le rajouter dans nos dimensions. Régular, médium et bold. Voilà. Ensuite, pour les autres ressources, on a du font awesome, et c'est la seule chose qu'on a. Ils nous disent qu'ils veulent qu'on utilise JKraken, mais je crois qu'ils ont craqué. Moi, j'utilise pas JKraken, c'est de la merde. J'utilise VS Code. Je peux le dire aussi, hein, au final, je suis pas d'accord avec ce que le client dit. Moi, je fais autre chose. Un des risques supérieurs. Donc, JKraken proposait. Mais je préfère utiliser JIT dans VS Code. Voilà. Au moins donner une raison à notre achat. Après, dans les autres ressources, je crois que la seule chose qu'on nous demande, c'est par rapport à JKraken, et de faire des commits, au moins 3 commits pour les 3 parties. Donc, au moins 3 commits. Pour les 3 parties. Header, main et footer. Après, dans l'ensemble, il me semble que c'est tout ce qu'on a besoin pour faire un site. C'est la spécification technique. Après, on va donc associer nos différents blocs principaux et éléments en termes de balises HTML et mise en page. Alors, donc, on va faire les éléments du haut vers le bas. Donc, je ne mets pas sur la charte graphique et spécification technique, mais sur le support du desktop, je vais supprimer tous ces rectangles-là qui étaient faits pour les dimensions et je vais commencer les différents textes. Donc, j'ai le header, donc CTRL A, CTRL-C, échelle, CTRL-G, CTRL-R, CTRL-V, entrée. J'ai le nav, j'ai le nav, j'ai le main et j'ai le footer. Ok, donc ça fait les différents groupes.
Donc pour chaque rôle, je répète, je définis la mise en page, soit flex, soit grid, soit position absolue relative, soit margin auto ou du padding, peu importe, du float. Ensuite, s'il y a besoin de définir la mise en page de certains éléments des différents blocs, on le verra après avoir fait tous les blocs. S'il y a des particularités à dire pour le bloc, par exemple le background ou la dimension ou la police de caractère qui serait différente, on peut l'utiliser. Par exemple, si tous les textes d'un bloc utilisent la même police de caractère, on peut le définir sur le bloc lui-même. Mais sinon, on le définirait sur l'élément qui aurait une police de caractère différente d'un autre élément de texte, par exemple. Pareil pour les dimensions, si tous les textes d'un même bloc utilisent la même dimension, on peut le mettre pour le bloc, sinon on le met pour l'élément en question. Par exemple, ici, on le mettrait pour chaque élément, et par exemple, ici, ce serait plus pour les blocs. Donc, c'est parti pour le header. Donc, je clique ici, sinon il va m'envoyer ailleurs. Donc ici, je vois que les éléments ils sont collés sur les bords, donc j'ai utilisé du flex plutôt. On est sur du 1EM. Et la police de caractère, au final, c'est du roboto pour tout le texte. Donc, il n'y a pas de particularité, quels qu'en soient les blocs ou quels qu'en soient les éléments. Très bien. Donc, après, le nav. Donc ici, je vais plus utiliser du padding et du text align center. Pourquoi du padding? Pour pas utiliser des dimensions with et 8 qui pourraient différer selon les supports. Donc, je peux aussi utiliser du margin auto, mais comme il n'y a qu'un seul élément qui sera dimensionné, l'image, je ne vais pas utiliser du margin auto. Donc voilà, padding et text center. Donc après, j'ai un titre, c'est en bold. Ah, j'ai pas la dimension pour les titres. Attends, je vais le refaire du coup. Donc sur les caractères en minuscules, et c'est du 12 px. Ouais, je vais mettre plutôt 12 que 13. Ok. Donc si je reprends ici, alors j'ai du bol en 12 px. Voilà. Après, pour le main, donc ici, je vais utiliser plus du margin auto, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont des dimensions. On reste des éléments, ils ont la même largeur, mais celui-là, une largeur différente. On ne peut pas vraiment utiliser du padding, parce que si on utilise du padding, tous les éléments auraient la même taille. Et là, j'utilise du padding pour le vertical, en fait, et pas pour le horizontal. Là, si j'utilisais du padding, ce serait donc un peu pour le vertical ici, et pour le horizontal, mais comme ils ont pas la même taille, je peux pas faire ça. Je vais plutôt utiliser du margin auto. Et après, pour les dimensions, les tailles des éléments, donc je vais définir pour les différents éléments. Enfin, le footer. Donc, on n'a pas vraiment de mise en page particulière, c'est plutôt leurs éléments que la mise en page. Donc, il y a un background purple, et d'ailleurs, je crois que je l'ai pas mis ici. Donc, du coup, je vais mettre un texte ici, DG purple. Je peux même prendre la couleur du texte, la couleur du background. Ok. Et je le colle là. Très bien, je le positionne bien. Ok. Donc, j'ai mon background purple, et c'est tout ce que je définis pour les blocs. Donc, maintenant, les éléments. Je repars sur mon header. Donc ensuite, on a les éléments. Donc on va utiliser bien les mêmes couleurs. Pour les blocs, on voit que les encadrés sont noirs. Pour les éléments, on va les mettre en rouge. Pour les éléments des éléments, on va les mettre en bleu. Et ainsi de suite. Après, il y a du vert. Après, il y a du orange. OK. Donc pour utiliser les couleurs, donc je suis bien sur mon header. Je mets ici. Donc j'ai une image de type de classe logo. Donc on met aussi les classes. C'est pas mauvais. Après, un UL de classe menu. Lui, il sera en flex, par contre. C'est plus facile d'utiliser le flex. Et on utilisera de line item center. Après, c'est tout pour cet élément. Donc, lui, on va redimensionner sa taille. On ne sait pas, on ne peut pas juger pour l'instant. Donc, il n'y a rien à dire pour les éléments de ce bloc, à part spécifier les balises et éventuellement les classes qu'on utilisera. Donc, on aura une image qui sera une bannière. Et on aura aussi un H1 qui sera rien de particulier. Qui sera en white. On va définir une classe white qui aura la couleur du texte blanc. Après, pour ici, donc on aura un P ici, on aura un UL avec des tailles, et on aura une image, un H2 et un P. Ouais. Ici, on va utiliser une citation, on va utiliser une balise block-notes qui permet d'utiliser les longues citations. À côté, on aura une balise cite qui permet de dire la référence de la citation, la référence de quelque chose, donc en l'occurrence la citation. Très bien. Donc je me mets sur mon bloc main, sinon c'est n'importe quoi. Donc ici, on aura un P qui n'aura pas une classe particulière, qui n'aura rien de particulier en fait. Il y aura peut-être un padding. Ouais, ouais. Après, je vais mettre un UL ici. Il va contenir des tailles qui vont contenir des images, un H2 et un P. Donc lui sera en vert et lui en orange. Ok, ensuite j'aurai un bloc-notes donc ici, bloc-quotes qui va contenir une balise size. Et ici,
une balise P. Donc ça, c'est dans un P et ça, c'est dans un set. Très bien. Enfin, le header. Donc là, ce sera un P. Là, ce sera un P qui contiendra 3 balises I pour les icônes de Fantoson. Et là, on aura un UL qui contiendra, et là, on aura un UL qui contiendra 3 LU. Chaque LU aura un titre H4, on va dire, plus un autre UL qui contient 2 LU. Et voilà. Donc on a un P sans rien de particulier. On a un autre P qui sera de classe Social Network, SMS. Ensuite, on aura un UL. Ensuite, on aura un UL qui contiendra des LU, qui eux contiendront H4 et un UL qui lui contiendra des LI. Et éventuellement des A. Donc lui, ce sera des encres, hein, données personnelles, mention légale, cookie, sauf, et lui aussi, ça pourrait être une encre qui pourra rediriger vers Google Maps, par exemple. En fait, ils se sont trompés, ils ont mis, c'est maintenant que je me rends compte, ils ont mis l'élément comme étant quasiment le bloc, en fait, alors qu'il y a 2 éléments ici. Et j'ai pas dit aussi, évidemment, l'image, moi, je la considère comme de la décoration et pas du HTML, pas de l'information. Donc, je la mets pas dans l'HTML, je me la mets dans CSS. Donc, du coup, j'aurais pas de balise pour ça, mais une balise pour ça seulement, pour cette image, mais pas 2 balises image, du coup. Donc, pour le main, pareil, ils ont mis tout comme un élément, mais non, moi, c'est pas comme ça que je le considère. En fait, ceux-là, ils sont en rouge, en fait, pour moi. Donc, le dernier élément qui est en orange, en fait, il sera en vert. Dans les éléments du main, j'ai le P, j'ai le UL. Le UL, il y a 2 éléments qui sont complets, et le background aussi, je l'ai pas bien, je le définirai un peu plus tard. Donc après, j'ai les 2 P qui sont là, et le UL qui s'est cassé la gueule là-bas. Donc je les mets tous en rouge. Donc voilà, j'ai rectifié le coup pour le main. J'ai les images et tout ça qui sont en vert. J'ai la ligne en bleu et j'ai le UL en rouge. Donc j'ai mis la mise en page pour le head, pour le nav aussi, c'est bon. Pour les éléments du main, il me manque ici, donc là j'ai mis du padding. Là, j'aurai plus, je continue le texte en noir par contre. J'aurai plus de flex, je pense. Et il faut que tous les éléments soient en text align center parce qu'on voit que ça c'est centré, le texte est centré ici, ici le texte est centré, tout est centré. Donc ici je vais mettre text center. Donc là j'ai du flex qui me permet d'aligner tous les éléments. Donc j'ai des dimensions communes pour ces 2 blocs, mais je ne peux pas le dire explicitement, et ça se voit, donc c'est pas trop essentiel de le dire. Mais il faut le prendre en compte quand on code quand même. Mais bon, on ne peut pas tout dire. Et j'ai cet élément qui n'a pas de mise en page particulière. Ensuite, dans le shooter, donc le texte aussi est centré, on voit. Donc le texte est centré juste pour lui. Ici, le texte n'est pas centré. Donc on ne va pas le mettre partout, on va le mettre juste pour lui. Donc je remets le texte en noir ici, et je mets text center pour le premier P. Donc on voit que c'est pas très clair que ce P correspond à celui-là. On va faire en sorte que ce soit compréhensible. Lui aussi, aligné avec son élément. Donc on aligne tous les éléments à peu près au même niveau. Pour garder la cohérence. Et ici, donc on a dit qu'on a du flex. Non. Je mets en noir toujours. Et je mets flex. Et voilà. Donc je crois que là, j'ai tous mes éléments. La dernière étape, c'est d'exporter mon contenu. Donc je le donne. Maquette découpée d'ici. Voici les 2 maquettes découpées d'ici. Donc je vais les mettre dans un groupe pour que tout soit exporté sous le même élément. Et donc si j'exporte, ouais, ça marche jamais ce truc-là. Je sais pas comment, quelle est la logique. Donc si je clique ici, je l'exporte, je vais le chercher dans les téléchargements. Il est là. Je le mets dans mon espace de travail. Je le renomme bien convenablement. Donc, c'est déjà une maquette découpée. Je vais mettre une maquette améliorée. Voilà. Ça a du sens. Et voilà, j'ai fini l'étape de la maquette. Maintenant, je vais pouvoir passer au code.
Alors, la première chose à faire quand on veut intégrer sa maquette découpée au sein de son code HTML et CSS5, c'est d'intégrer sa spécification technique. Chance pour nous, on a intégré la spécification technique au sein de notre maquette. Donc, on va juste vérifier qu'on n'a manqué aucune information et après, on pourra entièrement se référer à notre spécification technique. Donc, je sors la spécification technique dans mon VS Code, je le mets en bas. Moi, j'ai cette habitude de faire. Je vais aussi le séparer ici comme ça. Et je vais aller regarder les éléments qui sont en haut, qui correspondent à la spécification technique. Donc, j'ai les couleurs, les polices de caractères, les dimensions et les autres ressources. Donc, on a font en somme et on a les polices de caractères qui sont des ressources externes. Je vais checker que j'ai rien manqué. Donc, tout ça, c'est la description. J'ai la maquette, la police de caractères, les icônes. Ça, JKraken, je n'utilise pas. Ça n'a pas besoin d'être ajouté. Et la maquette découpée et les ressources, les images. Donc, j'ai à peu près tout. Je peux fermer ma spécification technique et me reporter à ma maquette. Je dois intégrer les icônes et la police de caractère. Donc, je vais aller sur Google Fonts et je vais récupérer mes polices de caractère pour Roboto. Donc, si on se rappelle bien, on avait dit qu'on avait les épaisseurs thin, regular, medium et bold. Donc, on va prendre ces valeurs. Donc, je rajoute thin, je rajoute regular, je rajoute medium et je rajoute bold. Donc, j'ai mes 4 épaisseurs ici. Donc, si on regarde ici, on voit qu'il y a écrit weight, WGHT, et il y a différentes valeurs. Donc, ce sont les valeurs qu'on a choisies, 100, 400, 500 et 700. Donc, dans notre CSS, ça veut dire qu'on pourra choisir ces différentes valeurs en tant que font weight. Google Fonts nous donne le script qu'on doit intégrer dans notre document HTML. Donc, je le colle là. Donc, c'est 3 balises link qui permettent d'intégrer la police de caractère de Google Fonts. Après, je dois intégrer les icônes de Font Awesome. Donc, moi, j'ai installé un plugin qui s'appelle CDNJS qui me permet d'intégrer directement les ressources d'Internet directement dans mon VS Code. Donc, soit on va chercher en tapant dans Google CDN Font Awesome, soit on utilise l'extension dont je viens de vous parler. Donc, j'ouvre la palette de commandes, je tape CDNJS, il me le propose, Search for Libraries, je tape Font Awesome, il va chercher sur Internet, au lieu que moi je le fasse. Il va me proposer toutes les solutions qu'il a trouvées, il en a plein. Je choisis Font Awesome, en général il ne se trompe pas pour la première proposition, et je prends le document entier. all.css, il me demande plusieurs options, donc je vais directement le coller dans une balise link dans mon document. Donc c'est parfait, c'est déjà mis en place. Ensuite, je dois mettre les différentes icônes. Donc c'est manquant dans ma balise, c'est pas facile de faire une maquette complète. Mais comme on n'est pas UX design et que ce n'est pas notre travail uniquement, c'est un peu normal. Donc j'ai Twitter. Donc ça c'est encore une extension VS Code que j'utilise pour obtenir les classes de Font Awesome. Donc c'est spécifique à Font Awesome et ça me donne directement les classes des différentes icônes dont j'ai besoin. Donc ça, c'est le nom des classes. Donc je le mets directement dans le footer parce que c'est dans le footer que ce sera tout ça. J'ai Facebook et j'ai Instam. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres ressources. Ce sont les images. Donc les images, je vais les mettre chacun dans les blocs concernés. Je vais faire encore un autre commentaire ici. Et les images, elles se retrouvent dans le dossier E7 images. Et là, donc j'ai le logo fond, logo long. Donc il est dans images, il est dans E7 images, logo long.png. En général, c'est mieux de mettre un chemin relatif avec point slash. C'est une bonne habitude à prendre. On le retrouve aussi dans le nav, donc je vais copier ça pour le mettre dans le nav. Comme ça, quand j'ai besoin de ces différentes images, je les ai vraiment à portée de main. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vachement pratique. Donc je fais encore un autre commentaire ici. Donc je le colle ici, je vais juste changer le chemin pour ces différentes images. Donc il y a stratégie.png. Donc j'utilise encore des raccourcis clavier pour dupliquer la ligne.
J'ai d'autres illustrations. J'ai graphic design. Donc, je peux faire F12 pour récupérer le nom de l'image sans faire de faute de frappe. C'est assez pratique. Donc, on clique sur le fichier qu'on veut, F12, et ça nous permet de renommer en fait le fichier. Est-ce que j'ai d'autres images? Non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ressources en HTML à intégrer? Donc, j'ai les polices de caractères, j'ai les différentes icônes et j'ai les images. Non, je pense que c'est bon. Donc, cette image de fond, elle est dans le CSS. Donc, j'ai intégré ma spécification technique dans le CSS. Maintenant, je vais l'intégrer dans le HTML. Les couleurs, les polices de caractères et les dimensions, on va les sauvegarder au sein de variables. Donc, les variables en CSS, on les créerait comme on créerait des propriétés, donc au sein de cibles. Donc, la cible qui est communément utilisée pour créer des variables, c'est la pseudo-classe root. La pseudo-classe root, on voit qu'elle a une spécificité de l'ordre de la classe. Donc, elle est plus forte qu'une balise et moins forte qu'un identifiant. Donc, pour déclarer une variable, on met 2 points et le nom de la variable. Donc, on a différentes polices de caractères, noir, blanc, gris et gris foncé. Donc, on va mettre primary text à black. Je mets secondary text à white. Donc là, il y a un petit carré qui s'affiche avec la couleur, c'est aussi un plugin VS Code. Après, j'ai ternary text qui sera à 57, 57, 57. Et enfin, last text, on va dire. Je ne sais pas comment le nommer. Donc, c'est B, D, A, E, D, 8. Très bien. Donc, après, j'ai un background. Je vais l'appeler BG Footer. Il est à 5B3, 5,9B. Donc, pour préciser, la pseudo-classe root, en fait, elle fait référence au document HTML. Donc, de notre document HTML, ça fait référence à cette balise-là. D'ailleurs, je mets un FR là. Donc, pour définir la police de caractère, sur tout le document, je la définis sur le HTML qui est représenté par cette pseudo-classe. Et je dis font family est égal à un roboton. Donc après, en commentant et décommentant cette ligne, je m'assurerai que c'est bien fonctionnel. Après, on a les dimensions. Donc après, on a les dimensions, sauf que les dimensions qu'on a, elles sont un peu faussées parce que 6 px, ça fait vraiment très petit. Donc en fait, on va les tripler pour avoir des vraies valeurs. Parce que la taille par défaut des documents HTML sont en général fixées à 16 px. Si on double la valeur par défaut qui est de notre maquette 6 px, ça fait juste 12 px. Donc on va la tripler pour arriver aux alentours de 16 px, on obtiendra 18 px. Et tout sera proportionnel. Donc on va définir un font size à 18 px et tous les éléments qui seront descendants de la balise HTML, du coup, hériteront de cette taille de police de caractère. Ça ne nous empêche pas de créer des variables pour les différentes tailles. Donc on va appeler la taille M est égale à 18 px. On aura une taille S qui sera à du coup 15 px. On aura une taille L qui sera à 24 px. Et je crois que j'ai oublié, il y en avait le titre là. Il était à 11 px, il me semble. Donc du coup, on l'aura à 33 px. On va l'appeler XL 33 px. Donc j'ai les polices, j'ai les couleurs, j'ai les dimensions et j'ai tous les éléments de ma charte graphique. Donc je viens d'intégrer l'entièreté de ma charte graphique dans la spécification technique. Donc maintenant, je vais réellement commencer à intégrer la maquette en HTML et CSS. Donc je vais bien prendre pour repère ma maquette pour chacun des blocs et de leurs éléments. Donc je commence par le header, je finis par le footer et j'intègre tous les supports au fur et à mesure que je change de bloc. Donc le header, je code pour le desktop, ensuite pour tablette et mobile. Après je passe au nav, je code pour le desktop, après tablette et mobile et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, dans notre header, on a une image et un menu UL. Donc, c'est simple, header contenant image de classe logo, plus un UL de classe menu contenant LLI. En fait, il y a deux éléments, donc je vais multiplier par 2.
et avec une balise A qui contient le texte accueil. Donc, dans l'image, j'ai ce lien-là, cette URL. Dans la texte alternative, je mets logo, mon petit graphisme. Après, ici, c'est contact. Et dans l'attribut href, je mets un dièse. Pour l'instant, il n'y a pas de lien vers aucune page. Donc, mon HTML est codé, c'est bon. Je peux passer au CSS. Donc, je suis dans le bloc header. Donc, première chose que je fais quand je passe au bloc header, c'est que, je copie les media queries. Comme ça, après, je n'oublierai pas de les coder en passant au code suivant. Et 2, je mappe mon HTML en CSS. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ça. Je crée les règles pour chacun des éléments qui sont dans le bloc et de ces éléments. Donc, le header il contient une image, il contient aussi un UL. Le UL contient des LI qui contiennent des balises A. Donc, avec CTRL-D, je les ouvre toutes. Enfin, je les sélectionne toutes et je les ouvre toutes. Donc, on a dit que le header il est en display flex et que le menu aussi est en display flex avec Align Item Center. Donc, ça va être simple. Display flex. On a pour le UL aussi un display flex avec Align Item Center. On regarde le résultat. C'est pas activé. Très bien. Donc, je dois enlever les listes à puces de mon UL. Donc, listing type none. Ah, on dirait que j'ai un bug. Ouais, je crois que quand on fait marcher les deux plugins, après ça bug. Je vais mettre en plein écran et je vais utiliser Live Preview. Comment ça s'appelle? Donc, je vais directement dans mon VS Code, c'est pas plus mal. Donc, je regarde mon UL. Les liens sont un peu séparés et ils sont vers la fin. Donc, ici, je dois mettre un justify content avec space between. Ouais. Et dans le UL, je dois mettre des gouttières avec gap. Je vais mettre 50 px. Voilà. Les balises A, je leur ai enlevé leur texte de décoration en bleu, là, pour que ça soit du noir. Donc, color, je vais utiliser ma variable. Donc, on a black, je crois. Non, c'est primary color, primary text. Très bien. Et j'enlève le text decoration none. Voilà. Donc, ça correspond à peu près. Donc, je code pour le mobile et le desktop. Donc, je vais redimensionner la fenêtre pour voir comment ça se passe quand c'est vraiment petit. OK. Donc, on voit que là, ça devient un peu trop gros. On va dire que pour le mobile, on va réduire un peu la taille de l'image. Donc, dans Header, on a le logo, on a l'image, et on va lui mettre une taille un peu plus petite. Je ne sais pas combien elle est par défaut. Et du coup, on doit lui mettre aussi un object fit à contain. OK. Comme ça garde des proportions relativement bonnes, juste histoire de dire qu'on a fait une différence. OK. Donc, on peut passer au bloc suivant déjà. Donc, le bloc nav. Donc là, vous voyez, ça m'embrouille le fait que ça soit collé. Je ne sais pas exactement où sont délimitées les choses. Donc, je fais des bonnes séparations comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ma tête. Donc, le nav, il contient une image et un H1. C'est tout. Donc, j'ai un nav qui contient une image de classe banner plus un H1 de classe white. Je ne sais pas si je vais utiliser white. Et la classe white contient le texte agence de graphisme. On a l'image ici. Vous voyez que c'est pratique d'avoir sélectionné ça ici. Donc, sémantiquement parlant, c'est pas bien d'avoir les mêmes textes alternatifs. Donc, on va juste le changer. On va mettre logo entreprise, mon petit graphisme. Comme ça fait une petite différence avec le texte alternatif ici. Et on est bon pour les SEO. Donc, c'est bon pour le HTML. Je passe au CSS. Donc, je mappe mon HTML en CSS, comme tout à l'heure.
Alors, j'utilise les keyboard shortcuts de VS Code pour dupliquer les lignes. Donc, nav contient image et il contient aussi un H1. Donc, je ne spécifie pas forcément les règles parce que je mets des règles seulement quand j'ai besoin d'alourdir la spécificité de la règle. Sinon, je garde les balises simples. Ça me permet plus tard, si j'ai besoin de l'écraser, que ce soit dans les media keys ou ailleurs, de le faire très simplement. D'ailleurs, je copie les media keys pour les mettre en dessous, comme ça je ne les oublie pas juste après. Le nav, on a dit qu'il a juste du padding, donc ce sera du padding latéral, vertical. Donc padding, je ne sais pas, je vais mettre 150 px au départ et 0 sur les côtés. Il a aussi un text align center et j'ai mis bold en 12 ici, mais c'est plus pour le H1. Donc si j'ai une classe white ici, je peux la définir au départ de mon fichier dans les règles un peu générales qui sont ici. Donc je peux mettre des classes et je lui mets color white tout simplement. Et il lui faut du coup au nav, il lui faut un background image, URL et on doit donner le nom de l'image. Du coup, j'ai pas mis l'image à côté. Background image. Ok, F2, je copie le nom de l'image. D'ailleurs, une fois dans le nom de l'image, ça peut porter à erreur qui dure très longtemps, sans comprendre d'où ça vient. Et il n'est pas la racine, il est dans E7/image/ et ça ne s'affiche pas parce que mon fichier, il n'est pas la racine, il est dans CSS. Donc en fait, si je veux atteindre le dossier E7, je dois sortir de CSS et rentrer dans E7. En fait, je suis obligé de faire un 2 points comme ça. Ouais, ça peut être ambigu quand on ne sait pas ce genre de règles. Donc ils nous ont dit de mettre ici, mais c'est pas très génial comme idée. Enfin bon, c'est pas ma faute, c'est eux qu'on me demandait. Donc j'ai le texte align, il n'est pas à left, il est au centre. Je vais lui mettre un font size un peu plus grand. Donc j'ai créé des variables pour ça, donc je vais les utiliser. Donc VS Code, quand on crée des variables, il les propose. Donc non, c'est XL, ok. Donc c'est augmenter la taille. Si je... Ouais, on voit que ça change la taille. Par contre, l'image doit être un peu moins grande. Donc on va lui mettre un width à 100 px pour voir. Non, un peu plus grand. Donc, on va sortir du mobile. Et on va lui mettre la même taille que dans le mobile, 150. Ouais, ça correspond assez bien. Ok, est-ce que j'ai le même résultat? Je vais mettre le background de l'image au centre. Donc le padding n'est pas assez grand parce que moi j'aimerais bien que ça ait à peu près les mêmes tailles en fait. Donc je vais mettre 175 px, 225, 275. Ouais, 275 ça marche à peu près. 300, 300 c'est parfait. Super. Donc, ça correspond vraiment très bien. Il me reste juste le responsive. Donc je ne sais pas si j'ai quelque chose d'ailleurs à faire en responsive. Ouais, je devrais réduire le padding parce que du coup, ça fait un peu dégueulasse. Vu que ça, c'est la même taille que... Vu que ça a été réduit, ça fait un peu bizarre. Je vais déjà réduire le padding. Donc, c'est pour le nav. Et je lui mets un padding à 150 px. Ouais, ça a plus de gueule. C'est pas parfait, mais bon. Donc, tout à l'heure, j'ai mis Object Fit ici. En général, les images, elles auront toujours cette règle. Donc, je vais la mettre comme une règle par défaut ici. Donc, au Z tag, je vais mettre img, crochet et Object Fit. Voilà. Donc, toutes mes images auront Object Fit par défaut. Ce qui est dommage ici, c'est que je ne peux pas aller dans la console, donc pas terrible. Et voilà, donc c'est bon pour le nav, je peux passer à la suite. Donc on passe à la suite, et la suite c'est le main.
Donc le main, quand on regarde notre maquette, il a un P, un UL et un block quote. Donc on va faire les expressions émettre. Donc on a main contenant un P, qui a le texte lorem. À côté, on a un UL qui contient des LI, qui contient des images, plus H2. Donc on a H2 qui contient le texte graphisme. Et on a plus un P avec du lorem dedans. Et on en a 3 comme ça. Et ensuite, on a un block quote. Donc, je dois entourer ça de parenthèses pour pouvoir en faire un frère. Le frère de l'UL, c'est le block quote qui contient un P, qui contient le texte, qui contient du lorem. Donc, il y a beaucoup de lorem, je vais en mettre 2 ou 3. Et il contient plus un site qui contient le texte Amandine restauratrice. Enfin, ouais. Donc, je peux étendre mon expression. Ok. Donc, j'ai mes images que je vais intégrer. Donc, le premier, c'est stratégie. Après, j'ai illustration, qui est le dernier. Après, je remplis le texte alternatif. Donc, graphisme, réalisation, graphisme. Palette. Donc, on va étendre les lorem. Ok, on en a un ici aussi. Et je crois que j'en ai 3 ici dans le schéma. x3. Ok, donc je regarde le résultat. C'est ça. Très bien. Alors maintenant, c'est la mise en page. Donc, j'avais dit que ces éléments ont la même taille et que lui, il est un peu plus petit. Du coup, j'utilisais du margin auto pour les centrer et du text line pour centrer leur texte. Donc, c'est parti, mon kiki, pour le stylisation du main. Donc, je colle les expressions responsives ici et je mappe mon HTML en CSS. Donc, j'ai du main, j'ai du clic en bas qui contient un P, qui contient aussi un UL, le UL contient des LI, le LI contient des images et aussi des H2 et aussi un P. À côté de ça, on a un block quote qui contient du P et qui contient aussi un site. Donc, avec CTRL-V, je sélectionne tout ça et je les ouvre. Ok, donc on a dit que tous les textes sont centrés, donc texte line center pour lui. Et j'ai dit margin, donc le vertical, il est 0. Et c'est pour centrer qu'on met auto. Le margin auto, ça marche quand les éléments ont une taille. Donc je vais définir une taille pour chacun des 3 éléments. Donc le P aura un width à 80%, tout comme le UL. Et le block quote, il aura un width à 50%, on va dire. Ok, ça se centre pas. Donc, ouais, j'ai mis le margin auto au main, mais c'est pas le main qui va avoir le margin auto, c'est tous les enfants du main. Je peux mettre une règle générale ici. Donc tous les enfants du main, c'est avec un étoile. Et je mets cette règle. Du coup, ouais, ça se centre. Après, les listes à puces, elles doivent être en flex et je leur enlève les listes à puces. Donc les UL, list type none et display flex. Très bien, je leur mets aussi une gouttière à 50 px. Je reviens 50 px pour les gouttières. Ok. Après, on a notre élément qui est ici. Très bien. Donc, on va s'occuper des couleurs et des tailles. Donc, notre P, on avait quoi comme valeur? Ah oui, on avait des L et des XL. Donc, du coup, on a du L ici. Très bien. Donc, c'est du font style, font size.
font size est égal à var, donc L. Et en fait, cette règle va être partagée avec plusieurs éléments. Donc, c'est 3 éléments. Donc, je ne vais pas l'écrire dans les 3 éléments, mais je vais écrire une règle globale. Donc, je la définis juste en dessous de la première règle du bloc. Donc, j'aurai main qui contient un P. J'aurai aussi main qui contient UL et qui contient H2 à l'intérieur. Et j'aurai main qui contient bloc quote et qui contient un P. Donc tous ces éléments, ils ont un font size de taille L. Ils partagent la même règle. Je sauvegarde, j'ai la même taille. Ceux-là, ils sont en gris. Donc je peux refaire une règle pareille, sauf que j'enlève le block quote. Ah non, j'enlève le H2. Et je leur dis qu'ils ont un color à text ternary text plutôt. Ouais. Lui, il est en petite taille, c'est le P qui est dans le UL. Ouais. Font size avec un var AS. Donc c'est -S. Très bien. Et il est un peu épais aussi. Je crois que c'est le seul qui est épais. Lui, il est fin. Donc font weight un var de. Ah non, ce que je dis. Font weight, lui, il est épais, il est en bold. Je peux écrire un bold en fait, ça marche aussi en CSS. Et lui, je peux mettre font weight à thin. Ah, ça marche pas. Regular. Non, je suis obligé de mettre 400. Ça correspond bien, ça correspond bien, ça correspond bien. Et lui, par contre, le site, il doit être à thin. Font weight, je vais le mettre à 100. Très bien. Donc, je vais mettre un fond style pour pas qu'il soit en italique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Très bien, je crois qu'il y a un peu trop de Lorem Ipsum. Hein. Je vais supprimer une ligne. Peut-être c'est parce que l'écran est petit. Ouais, là j'ai supprimé une ligne, ça va. Ah, du coup, je vais l'actualiser là. Très bien. Donc, lui, il n'a pas de padding, pourtant c'est un P. Ah, c'est à cause du margin pour tous les enfants. Sauf que lui, il doit avoir un margin, parce que sinon, ça ne respecte pas les dimensions. Donc, je garde son margin auto sur les côtés, mais je lui mets un margin de 30 px vertical et je garde le auto sur les côtés. D'accord, ça marche bien. Ça aussi, ça marche bien. Ça aussi, ça marche bien. Et ça aussi, ça marche bien. Très bien. Donc, j'ai fini le main, je pense. Donc, je passe en mode tablette et mobile. Donc, si je veux être en mode mobile, je pense que je voudrais que ces éléments-là, et LI, ils prennent toute la largeur. Je crois que c'est la seule fonctionnalité que je veux et que ça prenne aussi toute la largeur. Donc, je dois cibler main qui contient UL, qui contient L, qui contient UL en fait, et je mets son display à bloc, tout simplement. Ouais. Très bien, très bien. Et je dois mettre une règle pour le P du bloc. Non, pour le P. Pour le bloc quote. Bloc quote. Non, ne sort pas. Bloc quote. Je veux un width à 80% comme tes frères. Ouais, c'est mieux. Et tu me mets aussi du margin sur vertical à 30 px aussi. Voilà. Très bien. Tiens, d'ailleurs, lui, il a un P. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez,
Le bloc quote, il s'arrête ici quand je le survole. Il s'arrête là. Et le UL, il s'arrête là. Donc en fait, ils ne sont pas juxtaposés. Ils ne se touchent pas, pourtant, ils se suivent dans le HTML. Pourquoi? Parce qu'en fait, le P, lui, il a un margin. Donc il commence quand le bloc quote commence au même endroit, mais son margin, en fait, agit sur le bloc précédent. Donc du coup, l'écart qu'on constate entre le UL et le bloc quote, c'est dû au margin qui est à l'intérieur. Donc, quand vous voyez des choses qui se succèdent en HTML, mais qu'il y a quand même un écart, c'est que les éléments qui sont à l'intérieur ont forcément un margin ou quelque chose qui joue sur l'écartement constaté. Voilà, je voulais faire un petit appendice dessus. Donc maintenant, il me reste le footer. Donc go pour le footer. Je n'ai pas besoin de size et le footer. Très bien. Donc, je me reporte à ma maquette comme d'habitude avant de commencer mes expressions emmet. Donc, j'ai un footer qui contient un P, un deuxième P avec une classe et un UL. L'UL contient tout ça. Très bien. Donc, footer contient un P qui contient du lorem, plus un autre P de classe SNS qui contient des balises I qui vont abriter nos icônes. Donc, je dois mettre ça en parenthèse pour mettre un frère ici. Avec le plus UL contenant des LI qui contient des H4. Donc le premier est fait accès rapide. Le H4, il a un frère qui est un UL qui contient des LI qui contiennent des A. Le premier, on a accueil. Très bien. Donc ici, on a deux dans ce LI, dans ce UL. Il y a deux LI et là, il y en a trois. OK. Donc, il me manque aussi les classes des icônes. J'en ai besoin de 3. Et maintenant, je peux étendre mon abréviation. Donc, j'étends le lorem. Très bien. J'indente mes petites icônes. Très bien. Donc, les classes, c'est cela. Voilà. Après, accès rapide, à propos et coordonnées. À propos, au pluriel. Ici, données is glacé contact. Là, je mets des dièses parce que ce ne sont pas encore des liens valides. Et là, c'est une adresse, ma foi. J'en aurai besoin que d'un seul. Et je mettrai le lien plus tard. Ça pourra rediriger vers une map. Et dedans, en fait, on aura des balises BR qui vont nous permettre de faire plusieurs lignes. Ok, et j'ai tout ça. J'ai mes icônes. J'ai le lorem. C'est bon, je peux sauvegarder. Je regarde le résultat. J'ai toutes mes données. Donc, je vais essayer d'enlever le text decoration des liens et puis tout styliser au final. Donc, je copie, donc je supprime le side ici. Comme d'habitude, je mappe mon HTML dans le CSS. Donc, j'ai un footer. Il contient un matrice qui est de classe SMS. Après, il contient un UL. Ce UL contient un PLU qui contient un H4. Qui contient un H4. Ce H4 a un frère. Ce H4 a un frère qui a un UL. Donc, ouais, c'est ça. Qui a un qui a un enfant qui a un LI, qui a un enfant qui sont des A. Très bien. Donc, je fais CTRL-V pour tout sélectionner. Je les ouvre. Donc, je dis que le background du footer, j'utilise la variable donc background footer tout simplement. Quoi d'autre? Je vais lui mettre un padding en haut et en bas pour faire ces espacements là. Bon, ici, il est dans les carrés, mais on voit qu'il y a un espacement. Donc les carrés, c'est pas la vérité absolue, hein. Je vais dire que tous les éléments ont un padding aussi. Ça va m'arranger. Quand je les sélectionne tous les éléments, je les mets en général en dessous de mon bloc principal.
Donc, je leur dis qu'ils ont un padding vertical aussi, on va dire de 10 px. Comme ils en auront un chacun en haut et en bas, si on met trop grand, ça va faire de trop grands espacements. Donc, je limite toute taille. Donc, je peux mettre en fait à mon P une classe white. Du coup, l'affaire est réglée. Lui, je peux lui mettre un font weight à bold. Je pense que c'est ça. Et il a un font size à S, il me semble. Ouais. Après, le SNS, lui, je crois que c'est un font size à XL, carrément. XL. Donc, j'ai les résultats ici, c'est bien. Donc, je mets son color à var. Je crois qu'on l'avait fait last text. Ouais. Ouais, c'est ça. Et qui d'autre a ce font size, cette couleur-là? C'est le titre H4. Très bien. C'est pas sorti. Ah ben ouais, il me semble que j'ai oublié un LA. Je sais pas comment je me suis débrouillé sur ce coup-là. Du coup, tous ceux qui sont en bas, ils sont un peu foirés aussi. Ok. Ok, donc ça s'affiche bien. Par contre, il n'est pas aussi gras. Je vais downgrader son gras. Je vais le mettre en normal. Je vais le mettre en... Non, ça c'est régulier, je vais le mettre en normal. Donc les UL, donc ce text decoration, ça me plaît pas. Decoration. Donc en fait, je l'avais défini là, mais je vais initialiser toutes les balises de type A. Je vais les mettre avec cette règle. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je vais mettre une couleur de texte à inherited, inherit. Comme ça, elles héritent de leurs parents. Donc, il faudrait que je mette un color white ici. Donc, la variable, c'est secondary text. Et comme j'ai défini cela après, donc du coup, ça n'écrase pas, enfin, les définitions après l'écrasent celle-là. Donc, c'est bon. Ici, c'est bon, ici, c'est bon. Il faut que les listil types ne soient pas en circle, mais ils soient en quoi, j'ai oublié. Alors, donc c'est les UL qui sont là. Listil type, disque. Ouais, c'est ça, disque. Très bien. Et il faut que le UL du footer soit en display flex. Ouais. Il faut qu'ils soient en justify content, space around. Ouais, comme ça. Très bien. Et il faut que le UL en question n'ait pas de listing type. Très bien. Ça ne s'affiche pas correctement. Peut-être c'est parce que la taille est petite. Ouais, là, ça s'affiche mieux. Donc, très bien, il ne me reste plus qu'à centrer certains éléments. Donc, je peux mettre du text line center sur les balises P. Text line center. Très bien. Et sur le SNS, il me faut que le deuxième icône, il ait une petite marge. Donc, n of type. Le deuxième, il est un margin sur les côtés. Donc, pas en haut, mais sur les côtés. On va dire de 50 px. Ouais, voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc le dernier, il ne faut pas qu'il ait de cercle. Donc c'est le dernier LI, footer UL LI. Et qui a un UL, c'est lui. Donc, il faut que je duplique la règle pour lui dire last of type. Contient H4 plus UL, il faut qu'il ait un list type anon. Voilà. Donc voilà, voilà. Ok, donc je pense que la maquette est bonne pour le desktop. Il y a un peu d'écartement ici. Je vais regarder sur mon navigateur.
Ok, la taille est petite. Donc, j'inspecte les dimensions pour voir pourquoi il y a tant d'espace. Ok. Donc, le P, il a un super gros margin. Si. Ah, ça parce qu'il a un font size XL. Donc, du coup, sa propriété margin block start qui est indexée sur sa taille en font size. Du coup, ça fait que donc ça c'est le white. Le SNS, il a un font size XL. Du coup, ouais, son EM est plus gros que pour celui qui est là où il a un font size à S. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire sur le SNS? Je dois dire son margin qu'il se calme. Un petit DPX. Je crois que 0 même, ça va. Je peux même mettre à tous les enfants un margin nul. Comme ils ont du padding, je n'ai pas besoin de margin. Ok, je vais juste diminuer le texte du lorem ici. Ouais, pour que ça corresponde un peu plus. Et puis voilà, ma foi. Donc là, c'est vraiment collé. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça la maquette. Mais je peux rien. Et voilà. Donc je crois que j'ai fini pour le desktop. Je fais le responsive. Donc je vais récupérer les médias query que je colle en bas. Donc je voudrais que pour le mobile, en fait, les éléments ils soient pas en flex, tout simplement. Juste ça, je crois. Donc, footer contenant un UL display block. Et je veux que le footer, du coup, il soit en text line center. Et donc, du coup, que les UL n'aient pas du tout de liste type en mobile. C'est peut-être pas eux. C'est les UL qui sont à l'intérieur. Ici, il y a encore un autre UL. Je ne veux pas que tu aies de liste type. Donc j'imagine que la règle n'arrive pas à s'imposer. Donc si je regarde ici, moi j'ai le zoom qui m'embête. Ouais, effectivement, ma règle dans la média query ne s'applique pas. Donc il y a une astuce pour surcharger une cible. On peut utiliser la règle note et lui mettre quelque chose qui n'existe pas en fait. On peut lui mettre un identifiant qui n'existe pas. Du coup, il considère que ça, c'est une valeur, il lui met une valeur d'identifiant parce que je lui ai mis ça dans le note. Donc, je pourrais mettre important ici, mais bon, on n'est pas forcé de faire ça. On peut utiliser cette astuce-là qui permet de rajouter un poids fictif à une cible. Donc, en général, moi, je l'appelle pound pour faire genre que c'est recherché. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce de petit décalage. Je pense que ouais, les UL par défaut ont un padding. Ouais, on le voit ici, là. Il y a un jaune façon, là. Donc, il me suffit d'enlever ça. Padding 0. Pardon, c'est encore à l'intérieur. Voilà, donc là, ils sont centrés. Donc, voilà. Écoutez, moi, je pense que la maquette est bonne pour tous les formats. Donc, ouais, je check ici. Donc, ici, il manque un peu de bordure. Il faut supprimer aussi le padding qui est dans le body par défaut. Les navigateurs mettent souvent un padding par défaut à la base body et mettre un espèce de border sur le menu. Tout simplement, non, sur le menu, ouais, pas sur le header. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, en haut, je mets une règle pour le body. Body, padding, 0 et margin aussi tant qu'à faire.
Ça, on est sûr. Très bien. Et sur le menu, dans le header, donc c'est lui, je lui mets un padding, pas vertical, mais latéral, 0 et disons 30 px. Tac. Je regarde. Très bien. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc je regarde en mode mobile. Ça fait un peu dégueulasse quand même, l'image là. Mais sinon, ouais, le rendu est ce qu'on attendait. Enfin, ce que c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc j'espère que vous en avez pris des bonnes expériences et que ça vous a un peu déblayé comment réaliser le défi de la bonne manière, avec les bonnes méthodes, sans se prendre la tête et sans stress, en étant confiant du résultat, en étant confiant de vos méthodes de développement. Voilà, donc prochain épisode, le TP du cours HTML CSS5. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt, bye.